Dans la lettre de présentation à Ludovic le Mort, envoyée afin de trouver du crédit en tant qu'ingénieur dans une des cours les plus importantes de la péninsule italienne, Léonard se dit capable de réaliser des bombardes, des mortiers et des passe-volants de formes utiles et très belles, hors de l'usage commun. Bien que nous ne soyons pas en mesure d'affirmer si Léonard s'est véritablement trouvé directement impliqué dans une activité de fonderie militaire, nous trouvons dans ses feuillets des dessins et des illustrations qui illustrent la technique de la fusion de pièces d'artillerie. À partir de celle-ci, grâce aux dernières techniques d'animation digitale, il est possible de reconstruire les phases du processus de fonderie d'un canon assemblable de la fin du XVe siècle. La construction du moule de fonderie est précédée par la réalisation d'un modèle. Tout d'abord, on construit le noyau en assemblant une série de planches sur un tourillon de bois de telle sorte que l'on puisse former un profil en éventail qui garantit une meilleure résistance à la torsion. Après avoir monté ce profil sur 2 chevalets, en le faisant tourner avec une manivelle, on l'enroule complètement d'une corde. On applique alors sur le modèle diverses couches d'argile fin jusqu'à l'obtention de la forme et des dimensions désirées, en contrôlant l'avancement du travail avec un gabarit qui reproduit le profil du canon. En suivant le même processus, on construit également le modèle de la culasse. Après avoir lubrifié et recouvert de cendres le modèle, on commence à lui appliquer des strates de terre afin de réaliser le contre-moule. Les strates externes sont réalisées avec un mélange de terre et de substances fibreuses, chanvre et poils d'animaux, afin de conférer au moule une résistance supérieure à la pression du bronze en fusion. Après séchage, on complète le moule en l'armant de barres et de cercles d'acier. On recouvre l'armature d'une strate de terre de fonderie et ensuite on applique un cerclage supplémentaire positionné en alternance au premier cerclage. Parallèlement à la réalisation du moule, avec la même technique déjà utilisée pour le modèle, on réalise le noyau de fusion. On procède par la suite à la cuisson des 2 éléments. Au moyen d'un palan, on positionne le contre-moule sur un traîneau et on le transporte à proximité de la fosse de fusion. On retire le modèle du contre-moule, tout en tenant le tourillon central, en extrayant la corde et en brisant les parties en terre, de façon à obtenir le calque en négatif du canon, parfaitement nettoyé en chacune de ses parties. Après la cuisson interne du contre-moule, du canon et de la culasse, on prépare la fosse de fusion et on procède au montage des 2 moules. On positionne sur le fond de la fosse le couvercle inférieur, on cale le contre-moule et ensuite on monte à l'intérieur le noyau de fusion. Dans la partie supérieure, le moule se trouve fermé d'un couvercle spécial qui non seulement soutient le noyau dans l'axe du contre-moule, mais encore porte les canaux pour le passage du bronze et les évents pour la sortie des gaz qui sont produits durant la fusion. Après avoir rempli la fosse et assemblé les canaux de fusion, on est prêt à lancer la coulée. En surface, les forgerons portent le four à température, vérifient l'homogénéité de l'alliage et quand tout est au point, font sortir le bronze jusqu'au remplissage complet des 2 moules. Une fois le refroidissement opéré, après vidage de la fosse, on libère les coulées de leur moule et on procède à la finition. Le canon est alors prêt pour être monté sur l'affût et à être mis à l'épreuve. À la fin du XVe siècle, cette technique de fusion, qui restera pour l'essentiel inchangée même après l'introduction de l'artillerie à chargement par la gueule, était une pratique commune à la majeure partie des ingénieurs militaires. Toutefois, les dessins de Léonard offrent le témoignage le plus antique en notre possession, nous permettant de visualiser les installations et les phases du processus de fonderie tout entier.